Bonsoir à tous et merci d'être venus assister à cette table ronde sur le journalisme. Tout d'abord, désolé pour ce léger retard et nous tenons aussi à nous excuser. Très bien. Et nous tenons aussi à nous excuser pour l'absence momentanée de Valentine Auberti, qui ne pourra malheureusement nous rejoindre qu'en deuxième partie de conférence pour vos questions. Elle a été retardée par une émission de dernière minute, mais voilà, donc elle s'excuse, elle sera là et nous commençons la conférence sans elle. Nous tenons à remercier également nos partenaires Mazars, le Journal des Grandes Écoles, le Figaro Économique et le Champagne Bilcar Salmon, qui nous ont permis de l'organiser. Et merci enfin et surtout à nos invités, Monsieur Fabrice Sarfi, Monsieur Éric Fotorino, Madame Audrey Poulevard et Madame Valentine Auberti. Donc. Ce soir, nous recevrons 3 puis 4 pointures du journalisme. Et quelle pointure? 39,5. Madame Poulevard, vous avez exploré le monde de la presse papier comme celui de la télévision et de la radio. Née en Martinique, vous avez étudié en métropole à l'École supérieure du journalisme de Paris. Vous commencez votre carrière chez ATV, la poursuivez ensuite chez LCI, puis TV5 Monde, afin d'ensuite devenir présentatrice du Journal du Soir de France 3. En 2008, vous exprimez votre inquiétude face à la suppression de la publicité sur France Télévisions, et vous exprimez votre inquiétude, disons, face à cette question du financement de la télévision publique. Vous avez du flair puisqu'en 2009, un rapport indique que cette réforme a bien coûté 746 millions d'euros à l'État. Vous diversifiez donc vos activités et commencez à gérer une partie de la matinale de France Inter à partir de 2010. Très vite, vous faites cependant face à de nombreuses polémiques après la candidature aux primaires socialistes de votre compagnon Arnaud Montebourg en 2011 et êtes à plusieurs reprises écarté de l'antenne, cible de la méfiance généralisée du grand public face à une possible collusion entre le monde du journalisme et celui de la politique. Vous devenez finalement chroniqueuse pour On n'est pas couché, l'émission de Laurent Ruquier. Mais éclectique, vous remplacerez aussi un jour Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste et vous enflammerez les foules avec une interprétation remarquée de Ça c'est vraiment toi, aussi d'Action, en 2013. Sortez tous les dos, là. En 2017, vous vous engagez une fois de plus en politique en signant une pétition contre Marine Le Pen et vous êtes suspendu provisoirement de CNews. Mais qu'à cela ne tienne, vous faites vos adieux au journalisme et dirigez aujourd'hui la Fondation pour la Nature et l'Homme, où vous comptez bien remplacer avantageusement Nicolas Hulot. Monsieur Arfi, vous êtes né à Lyon et avez commencé à travailler votre baccalauréat en poche pour le quotidien Lyon-Figaro. Vous avez ensuite écrit pour 20 minutes, puis fondé et revendu votre propre hebdomadaire, La Tribune de Lyon, avant de collaborer ensuite avec Le Parisien. Ah, vous ne l'avez pas revendu? Ok, autant pour moi, excusez-moi. Et vous avez ensuite... Vous avez ensuite collaboré donc, avec Le Monde, Libération ou encore Le Canard enchaîné. Mais c'est surtout pour votre travail à Mediapart que vous êtes aujourd'hui avec nous. Depuis 2008, vous gérez le pôle enquête du célèbre média en ligne. Et vous ne vous contentez pas d'une carrière journalistique puisque vous avez publié plusieurs ouvrages, notamment sur l'affaire Bettencourt et l'affaire Cahuzac. Votre passion pour les enquêtes vous pousse à réfléchir sur la notion de transparence. Interviewé sur France Inter, vous avez rejeté ce mot au profit de celui de publicité. L'idée que les débats doivent être publics et non que les gens doivent être transparents. Dans la revue Medium de Régis Debray, vous donniez même le mois dernier votre propre définition du rôle du journaliste. Mon travail consiste à mettre sur la table des informations d'intérêt public qui nourrissent la conversation démocratique. Point barre. Et vous, monsieur Fotorino, une telle définition ne vous convient-elle pas à merveille? Né à Nice, vous aviez étudié le droit avant d'intégrer Sciences Po Paris. Vous faites vos premiers pas comme journaliste à Libération, puis rejoignez Le Monde, où vous écrivez sur le cours de la bourse comme sur la famine en Éthiopie. Vous y êtes ensuite nommé grand reporter, puis rédacteur en chef en 1998. Votre ascension ne s'arrête pas là. Vous êtes promu directeur du journal, puis élu président du groupe La Vie Le Monde en 2008. Vous êtes toutefois révoqué en 2010 et vous déclarez alors au monde diplomatique que le journal est en partie à la merci des intérêts financiers. Vous décidez donc de fonder un hebdomadaire, Le 1, dont notre public a pu apprécier quelques exemplaires aujourd'hui. Le Monde déclinait tous les sujets sur une trentaine de pages. Le 1 se concentrera sur un seul sujet, sur une unique page, pliée en 8. Vous cherchez avec cette publication un nouveau format pour lutter contre ce que votre équipe nomme le trop-plein d'informations. Mais tout cela ne vous suffit pas. Vous publiez une dizaine de romans depuis 1991 et vous séduisez au-delà du lectorat du Monde, puisque L'homme qui m'aimait tout bas, publié en 2010, reçoit le prix des lectrices de Elle. Vous vous passionnez même de cyclisme et effectuez le Tour de Fête
Tour de France des amateurs en 2013, durant lequel vous déclarerez qu'il existe des réalités difficiles, mais aussi des réalités dures dans les jambes. Ces réalités difficiles, nous comptons bien aborder ces réalités difficiles avec vous ce soir, les difficultés de la presse, écrite comme digitale, et de la télévision pour trouver des financements, la peur du grand public à l'égard des journalistes qui sont parfois accusés de faire le jeu des politiques, les obstacles à la diffusion d'une information de qualité, et bien plus encore. Merci d'être venu vous exprimer sur ces sujets et d'avoir pris un peu de votre temps pour répondre aux questions des étudiants d'HEC. Nous allons vous laisser avec juste un petit micro-trottoir pour commencer la conférence et lancer le débat. Bonjour Valentine Berti. Bonjour Audrey Pulvar. Bonjour Monsieur Fabrice Arfi. Bonjour Eric Fotorino. Bonjour, j'ai une question à vous poser. Selon vous, comment on pourrait intéresser les jeunes à l'actualité ? L'engagement politique des journalistes vient-il altérer l'objectivité de l'information ? Comment les journalistes peuvent lutter contre les fake news diffusées sur les réseaux sociaux ? Est-ce que vous pensez que l'accroissement de la défiance des Français envers les médias était causé par le manque de confiance envers les femmes et les hommes politiques aujourd'hui ? Alors ma question c'est, est-ce que vous ne pensez pas que le journalisme d'opinion retrouverait de son prestige s'il n'était pas autant éclipsé par la recherche constante du buzz et par des petites phrases chocs qui justement sont voulues par l'audimat ? Au vu des nombreuses attaques de nombreux politiques, que ce soit aux États-Unis avec Donald Trump ou en France avec Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen envers les journalistes, n'avez-vous pas l'impression d'être devenus ce qu'on pourrait appeler les nouveaux boucs émissaires ? Merci. Eric Fotorino, vous qui avez été rédacteur en chef du Monde pendant plusieurs années, que pensez-vous des accusations de favoritisme envers Emmanuel Macron qui ont été formulées à l'encontre du quotidien pendant la campagne présidentielle ? Un média doit-il prendre parti ouvertement pour un candidat ? Ça fait beaucoup de choses. Du coup, je vous laisse prendre la parole. Qui veut commencer ? La moins journaliste de nous trois, je ne sais même pas si je devrais être là en fait. Hein. Je redis ce que je disais à Eric tout à l'heure. Quand j'ai été invitée, j'ai bien spécifié, mais vous êtes au courant que je ne suis plus journaliste, donc il n'y a pas de raison que je vienne en parler. Mais bon, apparemment, vous teniez quand même à ce que je sois là. J'en suis ravie. Je suis ravie d'être là. Merci à vous en tout cas de votre patience. Bon, il y a énormément de choses qui sont évoquées là dans ce micro-trottoir dont on va parler. Je voudrais juste signaler qu'on peut être, rassurez-moi Eric, on peut être à la fois lecteur du Monde et lecteur de Elle. Parce que dans la présentation tout à l'heure, il y avait une opposition entre les deux. Bon, c'est vrai que on pourrait imaginer que ça ne soit pas compatible. Sur la question de la confiance, par exemple, pour ne prendre que celle-là, moi, j'ai commencé mon métier de journaliste au tout début des années 90. Donc ça fait quand même un certain temps. Et on parlait déjà à l'époque de la méfiance, de la défiance même du public à l'égard des journalistes, qui ne cessait d'augmenter et qui effectivement est en général corrélée avec leur défiance à l'égard des politiques. Les journalistes ne sont pas exempts de reproches. Évidemment, d'ailleurs, le bon fonctionnement d'une démocratie, c'est important qu'il y ait des journalistes et c'est important qu'on puisse les critiquer. Mais je crois que globalement, on est quand même dans un pays libre avec une presse libre, même si beaucoup de groupes très capitalistiques ont mis la main sur une grande partie de la presse écrite, radio, télé et sur les sites internet. On reste quand même dans un pays libre avec une presse libre et qui fait son travail. Beaucoup de médias cèdent à la tentation du buzz, mais il reste des médias sérieux, il reste des revues, il reste des espaces sur lesquels il y a un vrai travail journalistique de fond qui est fait. Et il y a toujours une demande pour cela. Alors c'est peut-être pas aussi profitable que de faire une émission grand public vue par 9 millions de personnes et qui génère des écrans pubs extrêmement rémunérateurs. Mais moi, s'il y a quelque chose qui m'a toujours guidée, c'est le fait
considérer le public, qu'il soit écrit, radio ou télé, comme adulte. Et je me suis toujours adressée à mon public en le respectant et en m'adressant plutôt à son intelligence qu'à ses tripes. Et en retour, les gens m'en ont toujours su gré, et c'est le cas pour tous ceux d'entre nous qui faisons ce métier ou qui le faisions comme cela. Il y a une vraie demande de la part du public dont vous êtes pour un journalisme de qualité. Je crois que ça existe encore. Bonsoir à tous. Très rapidement, parce que je présume que ce qu'il y a quand même de plus intéressant dans ce type de réunion, c'est la conversation qui peut se lier entre nous, bien qu'elle commence avec l'écran au-dessus de nous. Je trouve qu'il y a une forme d'invariant dans tout le micro-trottoir. C'est que toutes les questions portent sur la défiance du journalisme, en réalité, d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de question sur comment vous faites, comment ça marche, pourquoi vous choisissez cela, plutôt que sur l'espèce d'artisanat du journalisme. Et c'est normal, c'est normal. Alors, on ne peut pas répondre à tout, et moi, je n'ai pas une mémoire qui me permet de répondre à toutes les questions qui ont été posées. Quelques notions quand même. Il faut comprendre, moi je fais partie de ceux qui pensent que nous vivons un moment extrêmement douloureux pour la liberté d'informer, bien que nous soyons une démocratie, pas de doute là-dessus, mais à certains égards, dans une culture démocratique vis-à-vis du journalisme qui pose problème. La presse s'est fondée après-guerre, s'est refondée après-guerre, parce qu'elle s'était compromise pour certaines, pour beaucoup même dans la collaboration et d'autres dans la corruption, sur entre autres un magnifique programme dont vous avez sûrement entendu parler, dont le titre est bouleversant, qui s'appelle Les Jours Heureux, qui était le programme du Conseil national de la résistance. On en parle souvent pour la sécurité sociale, mais il y avait des dispositions dans ce programme sur la liberté d'informer, sur la liberté de la presse, qui devait être à l'abri, c'était le mot très à la mode, des puissances de l'argent. Le Monde de Hubert Beuve-Méry est un enfant des Jours Heureux. Hubert Beuve-Méry, je parle sous le contrôle d'Éric, qui disait qu'il ne fallait pas qu'il y ait derrière un journal une banque, un État ou une église. C'était son propos. Cette époque, malheureusement, est révolue aujourd'hui. Il faut bien avoir conscience qu'aujourd'hui, en France, l'immensité de la production journalistique est entre les mains de quelques milliardaires. Alors, tout de suite, il n'y a pas de racisme de l'argent, et c'est très bien qu'il y ait des milliardaires. Ce n'est pas mon propos. Ce sont des gens qui sont des capitaines d'industrie, dont le cœur d'activité n'est pas de produire de l'information, dont le cœur d'activité, dont le chiffre d'affaires dépend de la vente d'armes, dépend de la banque, dépend du BTP, qui sont des secteurs importants, qui dépendent de la téléphonie mobile, qui, pour M. Bolloré, peut parfois même dépendre d'un peu tout ça réuni, voire plus, dont le cœur d'activité dépend des bonnes relations avec les gouvernements en place, qu'ils soient de droite ou de gauche, pas un propos idéologique que je dis là, qui dépend y compris des bonnes relations avec des dictatures étrangères. Alors ceux qui pensent que cet écosystème est un écosystème favorable à la publication d'une information libre et indépendante, qui peut ne pas entrer en conflit avec les intérêts de ceux qui détiennent les journaux, ceux-là se trompent. Je ne dis pas ça en l'air, comme ça. C'est documenté, ça existe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses formidables qui existent dans les journaux qui appartiennent à des grands capitaines d'industrie. Mon propos est de dire que cette situation est un écosystème qui est vicié, qui n'est pas bon. Et je crois qu'avec Éric Fotorino, avec Patrick Saint-Exupéry et la revue 21, avec tout un tas d'initiatives qui fleurissent, nous sommes nés à Mediapart, ailleurs, les jours, alors tout de suite, conflit d'intérêts, je le dis tout de suite, mon épouse, Alice Géraud, dirige la rédaction des jours, voilà. Mais nous sommes tous des enfants de cette crise de la presse, je crois. Enfin, Éric dira ce qu'il en pense, parce que la défiance qui existe à travers vos questions et qui est réelle, tous les ans, le journal La Croix publie un sondage sur
sur la presse, et la défiance de la population française ne fait que grandir. Et d'ailleurs, il y a une question qui, je trouve que l'impensé de la question est formidable, dit, mais est-ce que d'une certaine manière, la défiance vis-à-vis de la presse ne va pas avec la défiance vis-à-vis du monde politique? Et c'est vrai qu'elle va ensemble, et c'est dramatique. Mais pourquoi nous sommes à ce point associés au monde politique? Le journalisme ne consiste pas, de mon point de vue, à chercher notre légitimité dans les yeux de ceux qui ont le pouvoir, ou la parole, ou la puissance de la parole. Notre légitimité démocratique, telle qu'elle est consacrée par les plus grands textes, les textes internationaux, la Convention européenne des droits de l'homme. Vous savez qu'il y a une justice au-dessus de la justice, des justices nationales en Europe. Ça s'appelle la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme a rendu en 1972 un arrêt qui est très important pour la liberté d'informer, qui s'appelle l'arrêt on decide, passons, qui dit que la presse, dans une démocratie, doit et peut heurter, choquer, voire inquiéter tout ou partie d'une population. Nous ne sommes pas là pour être les accoucheurs de ceux qui ont déjà la puissance de la parole et de la pensée. Nous sommes là pour... Il y a ceux qui sont un peu comme dans Shakespeare et Hamlet, words, words, words. Nous sommes pour être là et dire facts, facts, facts. C'est ça notre métier, c'est d'aller voir ce qu'il y a derrière le discours, de comprendre le monde tel qu'il est, quelle que soit la discipline journalistique qu'on utilise. Le reportage, l'enquête, peu importe. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent que, par exemple, l'investigation, ça n'existe pas. On pourra y revenir. Et cette situation, qui est une situation inquiétante, qui est une situation qui produit de la crise démocratique, le journalisme. C'est pas pour dire des grands mots, tout ça, que je dis tout ça, mais nous, on n'est pas grand-chose. C'est pas les journalistes, la question. Le journalisme, c'est l'instrument qui vous permet, à vous tous, d'où que vous soyez, quels que soient vos cheminements, quels que soient vos parcours, quelles que soient vos pensées, de savoir ce qui vous appartient. C'est pour ça que, tout à l'heure, il a été dit sur la transparence, mais c'est vrai que c'est un terme que je n'aime pas, parce que d'abord, je pense il a été inventé par ceux qui n'en veulent pas. C'est-à-dire que ça donne le sentiment qu'on veut voir au travers des gens, comme s'il y a une sorte d'idée d'agression intime bon, je préfère le mot qui était le mot de débat d'assemblée pendant la Révolution française, ça a été dit tout à l'heure, le mot de publicité, bon, qui a été capté par la valeur marchande depuis, mais la publicité, il est beau parce qu'il contient le mot public, c'est ce qui nous appartient, c'est ce qui vous appartient. Pourquoi? Pour une raison simple, pour décider de l'avenir de la nation. Quelles que soient vos pensées politiques, il faut du pluralisme. Et j'en terminerai avec cette question. Victor Hugo, vous connaissez tous, bon, il n'a pas été qu'un puissant écrivain, un poète ardent, ça a été un député aussi. En 1848, à la tribune de l'Assemblée, il a eu une phrase très forte, Victor Hugo. Il a dit que la liberté de la presse et le droit de vote étaient les deux facettes d'une même pièce, qui fait que s'il n'y a pas l'une et l'autre, il n'y a pas de démocratie. Si vous avez le droit de vote sans la liberté de la presse, ça ne sert à rien. Il faut le savoir. Vous votez sans savoir. Vous votez avec un bandeau sur les yeux. Si vous avez la liberté de la presse sans le droit de vote, ça ne sert à rien aussi. La démocratie ne nous appartient plus. Et je crois que de ce point de vue-là, les journalistes sont des formidables, et moi c'est ce qui me plaît le plus dans mon métier, de formidables agents d'intranquillité, de désordre. Le bon désordre, je ne parle pas de violence, je parle l'intranquillité culturelle, l'intranquillité intellectuelle, celle qui fait bouger les convictions des uns et des autres, y compris celles des journalistes. Donc il a été dit, alors est-ce que l'objectivité du journalisme, qui est un débat, pardonnez-moi, je ne veux pas du tout paraître... pour moi, c'est un débat un peu tarte à la crème, l'objectivité. Moi, je ne sais pas ce que c'est, l'objectivité. Personne ne sait ce que c'est. À partir du moment où on décide de choisir d'écrire sur un sujet plus qu'un autre, on fait un choix subjectif. En revanche, l'honnêteté et l'insincérité, ça, je sais ce que c'est. Ça, et ça doit nous obliger, y compris, à penser, de ne pas être d'accord avec nous-mêmes. Donc, vos questions montrent que nous sommes requis vis-à-vis du grand public, d'où qu'ils viennent, concernant la liberté d'informer et son indépendance. Bon, alors, je vais continuer le petit canard avec ski qu'on a commencé avec ces interventions tout à l'heure. Après tout ce qui a été dit et bien dit, je vais essayer de vous dire deux choses essentiellement. D'abord, reprendre ces fameux jours heureux dont vient
parlait Fabrice du CNR. Il faut avoir en tête une chose, c'est qu'à l'époque de la Libération, on considérait que l'information, la presse, n'était pas un bien comme les autres. C'était un bien qui ne devait pas être un bien marchand comme les autres. Il devait être protégé, il était mis comme un bien commun. Et donc, ça s'est traduit par quelque chose qui s'est, je pense, retourné contre l'esprit de ceux qui ont écrit ce programme du CNR. C'était de dire que l'esprit capitalistique ne devait pas entrer dans l'univers de ce qu'on n'appelait pas encore les médias. Et donc la presse française a souffert de ce péché originel qui était la sous-capitalisation. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas y avoir vraiment de groupe de presse. D'ailleurs, je me suis toujours demandé comment R100 avait pu bâtir un groupe dans un système juridique qui l'interdisait. On ne pouvait pas être puissant. On ne pouvait pas être puissant. Qu'est-ce qui s'est passé du coup ? Eh bien, c'est ce qu'a rappelé Fabrice Arfi il y a quelques minutes, c'est qu'à un moment donné, si vous voulez, le modèle de la presse tel qu'on l'a connu jusqu'à l'orée des années 2000, avant, j'allais dire, l'étincelle numérique, ça a été que la presse marchait sur ses deux jambes. On vendait un journal, je parle de la presse écrite, à deux publics, les lecteurs et les annonceurs. Donc, sur ces deux jambes, la presse a marché, plutôt bien marché. C'était le modèle d'Émile Girardin qui avait fondé la presse au milieu du 19e siècle et qui avait inventé le fait qu'on fasse entrer à l'époque ce qu'on appelait la réclame dans les pages des journaux. S'il n'y avait pas eu la réclame, eh bien aujourd'hui, un journal comme Le Monde, par exemple, vous ne le paieriez pas 2,50 €, vous paieriez 25 €. Donc ça voulait dire que la presse était réservée à une élite. C'est pour ça que c'était d'ailleurs une presse du soir, c'était dans les fumoirs, c'était dans les clubs, et on attendait les courses de chevaux et on attendait le marché boursier. Donc toute cette presse, à un moment donné, s'est démocratisée parce qu'on a fait rentrer un autre mode de financement, et ça a existé, j'allais dire, jusqu'au choc pétrolier. Les années 73-79 ont été les premiers ébranlements de ce modèle où on vendait 2 fois son journal à des lecteurs, à des annonceurs. Et puis, à partir de là, sont arrivés, puisque le système juridique ne permettait pas de constituer de vrais groupes de presse, eh bien, c'est là qu'on a vu arriver le pouvoir capitalistique avec ses différentes nuances et différentes couleurs. Je veux dire par là que vous avez des actionnaires qui ont pris le contrôle de journaux, donc c'était en général pour avoir de l'influence. Ce n'était pas nécessairement pour contrôler la ligne éditoriale, mais il y avait quand même ce ver dans le fruit qui était là, parce qu'on avait beau parler dans le jargon journalistique d'une muraille de Chine qui devait être très étanche, en principe, entre la rédaction et le capitalistique, c'est-à-dire le gestionnaire, etc., on a bien vu qu'il y avait des incursions de l'un vers l'autre. Donc ça a été ce péché originel de la presse CNR, ça a été cet appauvrissement presque programmé de la presse, c'est-à-dire dès lors que les moteurs ont calé, dès lors que les diffusions ont commencé à baisser, dès lors que les annonceurs ont commencé à moins venir investir dans les journaux, eh bien c'est là que finalement, comme disait De Gaulle en 58 pour le pouvoir, il n'était pas à prendre, il était à ramasser. Il y a des journaux qui ont disparu, qui sont morts. Si on faisait l'inventaire des journaux des années encore 60 et 70 et qu'on regarde aujourd'hui, évidemment c'est un cimetière. Et ceux qui sont restés jusqu'au Monde, en 2010, qui a été recapitalisé, eh bien, on a bien vu que ce pouvoir de l'argent était arrivé sur les journaux. Alors moi, comme je n'aime pas les idées générales, je vais vous donner un exemple très concret. Et cet exemple concret, je l'ai vécu, et c'est en ça que je vois bien comment le pouvoir, à un moment donné, quand il s'intéresse à un titre de presse, peut être redoutable quand le titre de presse n'est pas indépendant, c'est-à-dire qu'il ne gagne pas sa vie, qu'il ne gagne pas suffisamment sa vie. Donc en 2010, Le Monde a une dette de 100 millions d'euros à peu près, qu'il cherche à rembourser. Il ne peut pas la rembourser, donc il va chercher des actionnaires. Et à un moment donné, il y a un chef de l'État qui s'appelle Nicolas Sarkozy, qui me convoque en tant que directeur du Monde, et qui me dit « Éric Fotorino, vous êtes un imbécile. Il y a un grand groupe de presse en France, c'est Lagardère. Je ne comprends pas pourquoi vous ne vendez pas Le Monde à Lagardère. » Donc je lui explique que non, je ne considère pas qu'Arnaud Lagardère est le garant rêvé de l'indépendance d'un groupe comme Le Monde. Il sait à l'époque que je négocie avec Carlo de Benedetti en Italie. Mon idée, c'est de constituer un groupe européen. Et il me dit d'ailleurs, méfiez-vous des Italiens, ce qui ne manquait pas de sel, puisqu'il y avait sa photo avec Carla Bruni à côté. Mais bon, j'oublie ça une seconde, l'heure n'était pas à l'amusement. Il me dit, je sais que vous avez demandé des aides pour votre imprimerie, si vous n'allez pas vers Lagardère, vous pourrez toujours courir, donc avec ce langage fleuri qu'on lui connaît. Fin du premier épisode. Après, c'est là que c'est intéressant pour vous. Parce que
on a dit des principes là. Là, je vous parle de choses très concrètes. C'est vrai, le cambouis, c'est un petit peu le nu des choses, comme disait Hatzfeld dans un autre contexte. Il se passe 3 choses. Le Monde, comme vous savez peut-être, avait une imprimerie. Et une imprimerie, c'est un centre de coût. Alors, je ne vais pas vous faire l'historique des imprimeries. Après la guerre, on peut dire que les imprimeries ont été données au PC, que les journaux ont été donnés aux gaullistes. C'est une caricature, mais c'est un peu ça. Donc, c'est un centre de coûts élevés, avec le syndicat du livre, la CGT, etc. Et nous avions essayé d'équilibrer l'imprimerie du Monde avec 3 gros clients. 3 gros clients, les Échos de Bernard Arnault, le Journal du Dimanche d'Arnaud Lagardère et Direct Matin de Vincent Bolloré. 3. J'étais à l'époque vice-président de Direct Matin, Escalité, avec Philippe Labro, et donc Vincent Bolloré était très content de la manière dont on imprimait 500 000, 600 000, 700 000, 800 000 exemplaires de Direct Matin. Et puis, quelques jours après ce rendez-vous avec Nicolas Sarkozy, il m'appelle, il me dit « Éric, ça ne va pas du tout, le Direct Matin est très mal imprimé, les annonceurs se plaignent. » Ah bon? Mais écoutez, il y a 2 mois, c'était pas le cas. Non, mais est-ce que c'est au bout de 100 000 exemplaires? On a des capteurs, on peut voir si les couleurs... Non, on s'en va. Bon. On quitte l'imprimerie du Monde. Bon, c'était quand même 800 000 €. C'était beaucoup d'argent. Et puis, j'apprends que quelques semaines après, il va se faire imprimer dans une imprimerie en faillite en Belgique. Bon, il préfère ça à l'imprimerie un peu dégueulasse du Monde. Très bien. Ensuite, le patron de Lagardère Active, qui s'appelait Didier Quillot, me téléphone. Quelques jours plus tard, il me dit « Éric, je suis désolé, ça vient d'un peu plus haut, mais le JDD fait une nouvelle formule et on n'a plus besoin des rotatifs du Monde. » Ah, donc le JDD s'en va. Et puis, quelques jours encore après, c'était un bon mois de juin 2010, je reçois du papier bleu de Nicolas Bétou, qui était à l'époque président des Échos, de Bernard Arnault, et qui me dit « Vous ne respectez pas telle clause du contrat d'impression, des cahiers froids. » Enfin, j'y comprends rien. Enfin, ce que je comprends, en tout cas, c'est très clair, c'est que les Échos s'en vont. Donc, en l'espace de 3 semaines et d'un rendez-vous malheureux avec Nicolas Sarkozy, chef de l'État, Le Monde perd 2 millions d'euros. Et je ne peux plus vendre l'imprimerie à des Espagnols, c'était en cours, parce que là, ils me disent, oui, mais avec 3 clients en moins, c'est compliqué. Et je comprends qu'est-ce que c'est que le pouvoir politique. Alors vous me direz, je me suis souvent posé la question de savoir, est-ce que si Hollande, au lieu de Sarkozy, est-ce qu'on aurait vécu la même chose? Je n'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que le complexe, non pas militaro-industriel, mais politico-médiatique, politico-industriel, est quelque chose de réel. Donc aujourd'hui, on fait une distinction, et Audrey, tu as eu raison de dire qu'on est une presse libre, d'accord. On n'est pas. Vous avez vu ce qui s'est passé à Malte, d'une journaliste qui d'ailleurs ne pouvait pas écrire dans les journaux, elle avait son blog. Eh bien quoi, il y a eu Anna Politkovskaya, il y a ce qu'on appelle maintenant les démocratures, c'est un mot nouveau, donc c'est des gens qui sont élus, mais enfin c'est quand même des dictateurs. Donc il y a Poutine, il y a Erdogan, il y en a d'autres. Nous, c'est pas ça, bien sûr que c'est pas ça, et on peut dire tant mieux. Mais pour autant, moi je considère que quand vous avez 90% de la grande presse qui est détenue par quelques milliardaires, qu'en plus, et là je pense que c'est une faute de l'État aujourd'hui, en France, si vous regardez les aides à la presse, ben on donne de l'argent de poche à des milliardaires. C'est-à-dire qu'à ces gens qui déjà ont beaucoup d'argent, on leur donne quelques millions d'euros. Donc je pense que Xavier Niel doit être très content, ou Patrick Drahi, et les autres, ou Serge Dassault. Alors que nous avons une BPI, une banque publique d'investissement, j'en ai parlé avec une économiste qui s'appelle Julia Cagé, qui dit on pourrait tout à fait imaginer que des initiatives de presse indépendantes, parce qu'on y reviendra, je pense, à la discussion, à force de faire des journaux d'actionnaires, à force de faire des journaux d'annonceurs, on n'a plus fait de journaux de lecteurs. C'est la crise de la presse, c'est quand même ça. C'est pas tellement le numérique et le papier, ça, à mon avis, c'est vraiment un faux débat, c'est une vision paresseuse de ce que c'est les contenus des médias. Mais donc, aujourd'hui, on a un État qui a une banque publique d'investissement qui pourrait accorder des prêts à taux zéro à des initiatives de presse. Non, qu'est-ce qu'on fait? On reconduit d'année en année des aides à la presse à des gens qui n'en ont pas besoin, puisqu'aujourd'hui, ce sont des gens qui ont tout à fait ce qu'il leur faut, donc on leur donne quelques cacahuètes. Voilà, c'était juste pour vous donner, après ces idées fortes qui ont été exprimées de principe, un exemple très concret qui s'est passé non pas très loin d'ici et il y a très longtemps, mais qui s'est passé pour le journal Le Monde il y a à peine 6 ans. Voilà.
Je voudrais juste compléter, évidemment d'accord avec ce qui a été dit à la fois par Fabrice et par Eric, et juste peut-être compléter ce tableau par le fait que finalement des capitaines d'industrie, des banquiers, enfin déjà au milieu du 19e siècle, ils s'intéressaient à la presse, des capitaines d'industrie aussi, à la différence près, selon moi, mais je peux me tromper, que pendant très longtemps, ces grands argentiers, si on peut dire, de la presse, considéraient les titres qu'ils possédaient, que ce soit au départ de la presse écrite ou une télévision ou une radio, comme un outil d'influence, mais acceptaient que ce soit une danseuse, qu'elle leur coûte beaucoup, la danseuse, que le média leur coûte beaucoup d'argent, ne leur en rapporte pas du tout, mais soit un outil d'influence, voire d'interférence politique. Et j'ai la sensation que ce qui a vraiment changé, en plus de tout ce que vous venez d'expliquer, ce qui a vraiment changé, c'est quand on est passé du fait de détenir un média ou deux à ces groupes de presse hyper concentrés, qui sont dirigés par des gens qui désormais veulent gagner de l'argent. Il ne s'agit plus de comme ça d'investir à fond perdu ad vitam aeternam et de nourrir grassement, soi-disant, des journalistes qui en plus passent leur temps à vous cracher à la figure. Il s'agit maintenant de gagner de l'argent en ayant des groupes qui interviennent à la fois sur plusieurs titres de presse écrite, à la fois en radio, à la fois en télé et à la fois sur Internet. Et tu parlais, Eric, de journaux de lecteurs. Le résultat de ça, c'est non seulement sur un plan social des rédactions qui sont décimées, une optimisation des coûts qui paupérise un peu plus la profession de journaliste et où on demande à des journalistes de faire 3 ou 4 métiers à la fois, dans des conditions dans lesquelles ils n'ont pas vraiment leur mot à dire, et surtout une situation dans laquelle ces grands capitaines d'industrie n'ont que 2 mots à la bouche, qui sont les mots de tuyaux et de flux. Ils parlent de tuyaux qu'il faut acheter, de plus en plus de tuyaux, de plus en plus de connexions entre ces tuyaux, une même information, puis l'information étant évidemment devenue un bien de consommation comme un autre, hein, n'ayant plus sa singularité justement au-dessus de la société de consommation telle qu'on la connaît, une même information devant servir et devant être rentabilisée, devant générer du clic et du bandeau publicitaire sur différents types de médias. Donc là, c'est les tuyaux. Et puis, il faut du flux. Donc, il faut mettre du flux dans tous ces tuyaux. Et il faut que ça crache de l'argent, quoi. Et du coup, le contenu, l'information, les choix éditoriaux, eh ben, on les cherche la plupart du temps. Et si vous ajoutez à cela, à cette précarisation des journalistes, mais même au-delà de la précarisation financière, le fait qu'ils soient finalement extrêmement démunis face à des actionnariats surpuissants et très volontaires dans leur souhait de gagner de l'argent. Si vous ajoutez à cela, à ce dénuement des journalistes, la logique des flux et des tuyaux et l'appétit immodéré pour le buzz, vous obtenez la situation dans laquelle on est. Mais je persiste à penser que même si c'est la dominante dans la presse aujourd'hui, y compris en France, c'est celle-là, il reste un appétit des lecteurs, des téléspectateurs, des auditeurs pour une presse de qualité, et il reste des endroits, des niches, dans lesquels ce métier-là continue de se faire sincèrement, honnêtement et avec conviction. Justement, pour réagir à cela, vous avez parlé tout à l'heure, Fabrice Arfi, du baromètre de la Croix. Et l'équipe d'HEC Débat a réalisé, a refait le sondage de la Croix sur le campus pour tester le niveau de défiance envers les médias. Les résultats sont les suivants. Ou de confiance, et en l'occurrence les résultats vont plus dans le sens de la défiance. Selon vous, les médias sont-ils indépendants du pouvoir politique ? La réponse était non à 71%. Y a-t-il une pression
de l'argent du secteur privé directement dans les organes de rédaction? Est-ce qu'ils sont influencés par l'argent du secteur privé? Oui, à 86% également. Et après, il y avait une troisième question qui était sur les sources d'information jugées les plus crédibles. C'était la presse qui l'emportait à plus de 73%. Alors, une question pour tous les quatre. Est-ce que pour regagner finalement en confiance, il ne faudrait pas avoir un journalisme totalement libre et indépendant, comme par exemple, en tout cas c'est un des arguments de Mediapart, c'est la volonté aussi du 1 d'avoir un hebdomadaire sans publicité pour être plus en dehors de la logique économique et plus dans une logique journalistique. Bonsoir à tous, je suis désolée, je suis arrivée un peu en retard. Moi, je travaille pour un de ces milliardaires et j'essaie de m'épanouir dans la contrainte, du coup. Et j'ai aussi travaillé pour Mediapart et pour le service public, à la télé, à la radio. Je suis un peu passée par toutes sortes de structures. Et effectivement, on peut faire des choses bien et avec conviction et sincérité dans ce genre de médias. Mais bon, c'est vrai qu'a priori, je ne vais pas lancer une enquête sur Bouygues, quoi. Après, pour regagner la confiance, je pense que la défiance entre le monde politique, enfin, la défiance envers les journalistes et cette sensation qu'il y a une connivence permanente entre les journalistes et les politiques, elle est de notre fait et de notre responsabilité. Et je pense qu'il y a trop d'exemples dans l'histoire de la presse, y compris récente, et ce que tu racontais, Fabrice, sur les liens entre Le Point et le pouvoir de Nicolas Sarkozy au moment des enquêtes sur Kadhafi. C'est de notre faute, en fait. C'est à nous de mettre un cordon sanitaire qu'on ne franchit pas entre nous et les politiques, quoi. Et on a trop d'exemples qui montrent qu'en fait, le politique peut intervenir sur des patrons de presse et du coup intervenir sur le contenu des journaux. Et je pense qu'en effet, tout n'est pas perdu, parce que quand on va sur le terrain, qu'on va faire des reportages, qu'on rencontre des gens qui nous parlent, etc., il y a beaucoup de critiques de leur part, mais je crois quand même qu'en leur expliquant ce qu'on fait, et parfois en expliquant effectivement les recettes et comment on fabrique l'information, on peut parfois se faire comprendre. Il y aura toujours des gens qui nous détesteront, mais je pense que le combat n'est pas perdu. Voilà. Les médias, ça n'existe pas. Quand vous posez la question sur la défiance vis-à-vis des médias, et c'est normal, hein, mais je pense que les médias, ça n'existe pas. De la même manière que la classe politique, ça n'existe pas. L'essentialisation, comme ça, peut être problématique. Ce qui n'empêche pas de penser en théorie générale. Par rapport à ce que a raconté Eric, si je dois prendre une image, je pense que nous sommes dans une mer polluée, mais il y a des super petits poissons dans cette mer. Mais il ne s'agit pas d'applaudir les poissons qui s'en sortent, il s'agit de dépolluer la mer. C'est ça l'enjeu de notre discussion. Et on est à HEC. Je vous jure que l'indépendance, c'est rentable, en plus. Pourquoi ? Parce que Eric a dit quelque chose de principiel. On écrit pour des lecteurs. On n'écrit pas... Pourquoi ? Il y a le mot qui revient souvent, le buzz. Bon. Le buzz, ça veut tout et rien dire. Moi, on sort un livre aujourd'hui, bon, c'est pas pour faire l'article, la promotion du livre, bien qu'il coûte 20 €, et voilà, il est chez Fayard, c'est un très bon livre. Non, je rigole. Mais sur l'affaire, enfin, c'est vrai par ailleurs, mais sur l'affaire libyenne, bon, il y a du buzz, hein, il y a une promo et tout, bon, moi je suis ravi qu'il y ait du buzz. Mais la question, c'est l'objet dont nous parlons, c'est l'information. C'est sûr que si vous faites du buzz sur de l'ultra-divertissement, de l'infotainment permanente, je ne dis pas qu'il n'en faut pas, ce n'est pas la question, mais du mélange des genres permanent, pourquoi ça existe ? Parce que ça existe dans un écosystème et dans un modèle économique qui est celui de la gratuité. Quand vous êtes un média gratuit, non service public, le service public n'est pas gratuit, hein, c'est la redevance, c'est l'impôt qui le paye. C'est magnifique l'impôt. On peut considérer qu'on en paye trop, ça c'est un débat politique, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais philosophiquement, c'est la partie publique de notre argent privé. C'est ce qu'on appelle la solidarité nationale. C'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Bon, c'est ça qui finance. Hein, la Radio France, France Télévisions, c'est financé par les contribuables. Un jour, Nicolas Sarkozy avait dit
je suis l'actionnaire. Philippe Val en revenant, en disant l'actionnaire Nicolas Sarkozy. Bon, mais c'est pas le chef de l'État qui est actionnaire, c'est nous les actionnaires, c'est les contribuables les actionnaires du service public. Dans le domaine privé, quand vous êtes dans la gratuité, ça veut dire que vous êtes financé à 100% par la publicité. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a des choses, et le travail de Valentine et de plein de gens à Quotidien ou ailleurs est l'exemple qu'on peut faire des choses formidables. Mais ça a une incidence. Ça a une incidence parce qu'on n'est plus dans des logiques de public, on est dans des logiques d'audience quand vous êtes financé à 100% par la publicité. Et oui, mais... Bien sûr, mais ça c'est bien, c'est tout à fait un problème. Mais ça a une incidence sur la production de l'information. Donc moi, ce qui m'importe, c'est, on parle de tuyaux, de contenu. Moi, je ne fais pas un autre métier que les journalistes ou les contributeurs du 1. Je ne fais pas un autre métier que ceux de 21, que ce soit sur du papier, sur Internet. Ça, c'est des questions de tuyaux, de contenants. Mais le seul enjeu qui vous importe, pas moi, vous, ce que vous avez le droit de savoir pour décider de votre avenir, pour décider de l'avenir de votre pays, c'est qu'est-ce qu'on met dedans ? Quel est le contenu ? On a parlé des fake news. Bien sûr que nous sommes dans une époque, comment dire, où Guy Debord avait écrit en 88 un commentaire sur la société du spectacle. Vous savez qu'il avait fait ce livre un peu prophétique, La société du spectacle, et puis il a fait chez Gallimard en 88 un commentaire sur la société du spectacle que je trouve encore plus puissant que la société du spectacle, et il développe la thèse de ce qu'il appelle le faux sans réplique. C'est-à-dire que la vérité n'est plus qu'une hypothèse. Bon. En disant ça va arriver. Bon, le fake news, c'est ça. C'est-à-dire que la vérité est devenue une opinion comme une autre. Bon. Mais on n'a pas attendu aujourd'hui pour que ça existe. Le protocole des sièges de Sion, ce faux qui a été rédigé, antisémite, a irrigué la totalité de la planète pendant des années. Alors bien sûr qu'avec Internet, avec les réseaux sociaux, avec ce monde horizontal qui se crée, il y a des facteurs d'accélération, a fortiori quand vous mettez à la tête de certains États un Donald Trump, qui est devenu une sorte d'esthète absolue du fake news, mais qui est, si on relie bien à Hannah Arendt, un grand danger. Hein, quand on efface la frontière entre le vrai et le faux, c'est là que les totalitarismes commencent à se nicher. C'est dans cet effacement qu'elle raconte. Et nous, je crois que notre travail, c'est pas d'avoir des opinions. Ce qui ne veut pas dire que les journalistes n'ont pas des convictions. Bien sûr, on n'est pas des comptables grisâtres du réel. On a des cheminements, on a des choix éditoriaux, et c'est bien pour ça qu'il faut du pluralisme. Le pluralisme, c'est pour que tout le monde y trouve son compte. Il y en a qui pensent ceci, il y en a qui pensent cela, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, il y en a qui sont ni pour ni contre. Peu importe. C'est pour ça qu'il faut du pluralisme. Mais nous sommes des artisans, je vais encore citer Hannah Arendt, des vérités de fait. La vérité, je ne sais pas ce que c'est. Mais les vérités de fait, des petits cailloux que nous mettons les uns à côté des autres pour essayer de comprendre le monde qui est le nôtre, violent, injuste, excitant, épanouissant, ce n'est pas les opinions. Moi, je fais partie, j'en termine, de ceux qui pensent qu'il y aura toujours, non pas une supériorité, mais une primauté de l'information sur l'opinion. Je pense que ce sont les faits qui font les convictions, pas l'inverse. Et notre travail ne consiste pas à avoir un avis sur tout, mais surtout un avis. Notre travail premier, c'est de produire de l'information dont on peut tous ensuite s'emparer, y compris les commentateurs, les analystes. Je n'ai pas de surplomb par rapport à tout ça. Mais je crois qu'il faut faire attention à ne pas sombrer dans le commentariat de tout et n'importe quoi tout le temps, avec des gens qui ont un avis le matin à la radio, à midi sur leur blog, le soir à la télé, sur des sujets tout à fait différents, qui, mon point de vue, est une forme de café du commerce en costard-cravate. Et vous êtes en costard-cravate et c'est très bien. Donc je n'ai pas de problème contre les costards-cravates. Voilà. Bon. Mais voilà, et donc c'est un enjeu, littéralement, qui n'est pas un enjeu de journaliste, qui n'est pas un enjeu de journalisme, qui est autant votre enjeu de tous les citoyens que le nôtre en réalité. Mais est-ce que vous ne croyez pas que justement votre travail de journaliste, qui est avant tout de transmettre l'information et d'informer les gens, il est un peu mis à mal par le fait que maintenant les journalistes, vous évoluez dans un contexte de méfiance du grand public réellement, à cause d'une certaine dégradation justement de la qualité de l'information? Je pense que c'est comme le tango, il faut être deux pour le danser. Donc effectivement, il y a les médias et il y a ceux qui les consomment, qui les utilisent. Et donc, on pourrait dire de façon un peu lapidaire, on a les médias qu'on mérite. Mais je vais revenir pour essayer de répondre à votre question, parce qu'en fait, vous savez, moi, j'ai toujours été, guidé par le roman, par le romancier et par Kundera dans l'art du roman, quand on lui dit est-ce que vous croyez que le roman a réponse à tout ?
Et lui répond, c'est une grande vanité humaine de croire qu'on a réponse à tout. Le roman a question à tout. Et moi, je pense que notre travail est un travail de questionnement tout le temps. Parce que la réponse, elle n'est intéressante que si elle ouvre d'autres questions. On n'est jamais définitif sur un sujet. Jamais. On pourrait prendre des éditos qu'on a cru définitifs et puis on les relit maintenant, c'est quand même, ça fait, bon, ben voilà, c'est comme ça, parce qu'il y a l'instant, il y a la vérité de l'instant, c'est Camus, le journaliste et l'historien de l'instant. Alors, je vais revenir sur 2 ou 3 points. Alors Fabrice, tu m'as piqué Guy Debord parce que j'avais... Non mais c'est très bien parce que moi j'avais une petite ajout. Moi, en fait, Guy Debord, pour moi, il y avait 2 choses qui sont très actuelles. Je vous recommande de lire et La Société du spectacle et puis L'Addendum qu'il a écrit plus tard. Mais il y avait 2 choses qui étaient très importantes dans ce qu'il avait vu de mon point de vue, de ce qui se passe aujourd'hui dans les médias et de cette défiance. La première, c'était la montée de l'insignifiance. Guy Debord disait... On va voir monter justement le comique, le truc rigolo, le superficiel, le marrant, ce qu'on appelle maintenant dans un mot terrible l'infotainment, où on est plus dans l'idée qu'on va se divertir plutôt que de savoir si on va s'informer, on va aller chercher. Bon. Donc la montée de l'insignifiance, ça veut dire qu'on va plutôt éclairer, braquer les projecteurs sur des choses qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Peut-être, alors c'est pas la théorie du complot, mais peut-être pour laisser plus dans l'ombre, où ce sera plus compliqué d'aller chercher ce qui évidemment est moins spectaculaire, mais qui est le plus profond de nos sociétés, du réel. Je me souviens de cette formule de Beuve-Méry qui disait à propos du monde, le monde coûte son prix plus l'effort pour le lire. Et moi je pense que l'effort pour le lire, l'effort pour écouter, l'effort pour comprendre, ça veut dire qu'il faut rentrer dans la complexité. Et rentrer dans la complexité, c'est exactement l'inverse de ce qu'on nous propose aujourd'hui, où on nous dit je like, j'aime, j'aime pas. On est toujours dans des raisonnements binaires, alors que le complexe, évidemment, encore une fois, il n'est pas spectaculaire, il n'est pas facile il ne fait pas vendre. Ça ne fait pas vendre le complexe. Vaut mieux un truc bien binaire. Là, les gens vont se positionner pour, contre, etc. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est la gratuité. La gratuité, c'est terrible. Moi, je vais vous dire, c'est mon petit cerveau reptilien dans les années 2000. Quand j'ai vu arriver les journaux gratuits, ça m'a foutu la trouille. Je ne savais pas pourquoi, je ne sais même pas l'expliquer. Je voyais ces journaux. Moi, quand j'ai commencé dans ce métier, on me disait, tu sais, il faut être modeste parce que tes papiers finiront par emballer le poisson. Mais là, c'était pire que ça. On voyait les marques de pied, les pointures de tout le monde, dans le métro, autour de... Donc, c'était que l'objet... était tout de suite dans le caniveau, tout de suite piétiné, etc. L'objet n'avait pas de prix, donc on considérait qu'il n'avait pas de valeur. Et on considérait donc que l'info gratuite, c'était normal, que l'info, c'est gratuit. Et donc le modèle du journal économique, du journal gratuit, payé à 100% par la publicité, ça veut dire que finalement, la variable d'ajustement, c'est combien il y aura de journalistes, qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais en fait, c'est la pub qui paye tout ça. Donc on n'est plus du tout dans la valeur d'une information qu'on est allé chercher, qui a pris du temps, parce que l'information, quelquefois, non pas qu'il faut la voler, mais enfin, il faut quelquefois un peu l'arracher, parce qu'elle vous est pas... Et la com, elle vous est donnée, même trop. Mais la vraie information, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et l'explication de l'information, je me souviens d'un patron du New York Times qui disait on ne paiera peut-être plus pour une information, on paiera toujours pour une explication. Donner de l'explication, recontextualiser, faire comprendre aux gens que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pas parce que... Souvent, ce qu'on croit nouveau, c'est ce qu'on a oublié. Donc, si vous remettez de l'histoire... et de l'histoire, je ne parle pas d'il y a 10 minutes, je parle d'il y a quelques années, tout d'un coup, vous recontextualisez. Donc tout ça, ce sont des efforts. Et donc je pense qu'une partie de la défiance vis-à-vis des médias aujourd'hui, c'est le sentiment que peuvent avoir les usagers des médias, qu'ils ont tous été pris par cette maladie contagieuse de l'immédiateté, de l'instant, cette dictature de l'instant, qui fait qu'à un moment donné, on est dans une confusion totale, on hiérarchise plus ou beaucoup moins, et la hiérarchie qui sort d'un certain nombre de journaux parce que précisément il faut vendre, il faut faire de l'audience, eh bien c'est pas nécessairement la hiérarchie qui aurait pu ou qui aurait dû s'imposer si on avait fait correctement notre boulot. Donc ça, c'est quelque chose quand même qu'il faut avoir en tête sur cette dimension. Et deuxième point, et j'en arrête là après, on a beaucoup parlé des algorithmes, de Facebook, etc. Mais je vous demande juste de réfléchir à la chose suivante. Imaginez que demain, vous entrez dans un kiosque. Et si vous êtes à gauche, on vous dit « Ah ben, monsieur, madame, vous allez là ». Et vous n'aurez qu'un journal. Alors, ce sera peut-être Libé, parce que peut-être le de gauche, maintenant qui est de gauche, peut-être Libé. Et si vous êtes à droite, vous irez là, et il n'y aura qu'un journal, ce sera Le Figaro. Mais les algorithmes, c'est exactement ça. Nous avons tous une ombre numérique. Nous sommes tous calculés
par ces formules un peu magiques avec... c'est un peu une recette de cuisine, on ne sait pas tout ce qu'il y a dedans, c'est comme la recette de Coca-Cola. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si chacun d'entre vous allume son ordinateur, frappe une occurrence, vous n'aurez pas les mêmes réponses. Pourquoi ? Parce que la réponse, elle sera apportée, nourrie par les traces que vous avez déjà laissées. Autrement dit, ce qu'on appelle ces bulles numériques qui vous enferment, on croit qu'on est face à une pluralité d'informations, on croit donc qu'on pourrait accéder à toutes les informations possibles et imaginables, c'est sûrement vrai, en théorie. Comme disait Woody Allen, moi j'aime bien en théorie, parce qu'en théorie je peux commander un beefsteak et je serai servi, mais vivre en théorie, quand on regarde sur son écran, c'est pas de la théorie, c'est concret, là encore, on demande et on a une abondance, surabondance d'informations non hiérarchisées, non triées, non validées, non vérifiées, ou en tout cas on ne sait pas si elles sont vérifiées, etc. Donc la défiance, elle vient qu'à un moment donné, les outils qu'on s'est créés, nous l'homme, pour s'informer, pour nous informer, on ne sait pas les utiliser, ou on les utilise mal, d'où maintenant les programmes d'éducation qui, à partir de la 5e, font que les gamins sont initiés, mais quelquefois leurs professeurs sont un peu perdus, donc ils font venir des journalistes professionnels pour dire mais comment on fait une information ? On revient au tout début. Donc je pense que la défiance, elle vient d'une absence d'éducation à l'information, et je pense que ça, c'est... je ne vois pas pourquoi il y aurait un espace de l'information qui ne serait pas régi. On est dans un état de droit et on ne peut pas avoir un état de non-droit qui cohabite avec une information dont on ne sait pas ni d'où elle vient, ni qui nous parle, etc. Et ça, je pense que pour le coup, là, le numérique est quelque chose qui a beaucoup changé la donne sur la perception de la validité. Donc le numérique, la gratuité, parce que le numérique n'est pas toujours gratuit, mon voisin en sait quelque chose, je pense que l'information, ça a une valeur. Et tant qu'on ne lui donne pas une valeur, eh bien, elle ne vaut rien, et on la traite comme ça, on la piétine, comme les journaux gratuits. Je vais peut-être juste ajouter à ce que tu viens de dire, Eric, et évidemment, encore une fois, tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. Je m'abrite souvent derrière cette phrase de Dan Wather, journaliste américain, qui disait mon métier de journaliste, c'est de rendre... intéressantes des choses importantes et non de rendre importantes des choses intéressantes. Alors je prends cet exemple, je l'ai pris cet après-midi devant des étudiants de Sup de Pub. Le CETA et les conditions de négociation du CETA, c'est important. Mais effectivement, ça demande un effort. Ça demande déjà un effort aux journalistes pour comprendre et expliquer, et ça demande un effort au lecteur, à l'auditeur, aux téléspectateurs pour s'y intéresser et comprendre. Donc c'est important, et notre métier, enfin le métier des journalistes, parce que j'en fais plus partie, c'est de les rendre intéressants pour le grand public. Et c'est pas à l'inverse de rendre importantes des choses insignifiantes qui intéresseraient a priori le public parce qu'elles sont faciles d'accès et qu'elles font appel à des ressorts plus viscéraux que cérébraux. Mais on est effectivement dans une époque où l'intéressant, c'est-à-dire que le coup de poignard de Nabila à son petit ami, enfin le coup de poignard, le coup de couteau, est plus intéressant et important que les conditions de négociation du CETA. Et ça, c'est bien dommageable. Et je ne suis même pas sûre que ce soit une volonté de cacher les vrais sujets. Je crois que, bon, d'abord, il y a effectivement une grande paresse généralisée. Et puis, que c'est finalement céder à l'époque, à l'immédiateté, à la facilité. Et tout cela a été tellement bien théorisé en peu de mots par la fameuse phrase de Patrick Lelay sur le temps de cerveau disponible. Je crois que le vrai ressort de tout cela, c'est même pas un complot contre la démocratie, c'est un complot pour plus de recettes publicitaires, et c'est le triomphe de la cupidité, quoi, en fait. L'idée, c'est de rendre les cerveaux disponibles pour qu'ils emmagasinent le maximum de messages publicitaires entre deux programmes censés éduquer, informer la population. Et c'est aussi la raison pour laquelle je pense que rien n'est gratuit. Même la presse gratuite n'est pas gratuite, parce qu'effectivement, pour la financer, il faut en passer notamment par la publicité, mais pas que. Et donc le lecteur ou l'auditeur ou le téléspectateur qui pense avoir affaire à de la gratuité
et autant dans l'erreur que l'internaute qui pense naviguer de façon tout à fait spontanée et volontaire sur tel ou tel site alors qu'il est bombardé de sollicitations dessinées rien que pour lui. Je suis assez inquiète concernant ce qui va rester de nos démocraties face à la machine numérique mise au service d'États mal intentionnés. Bon, des livres vont être écrits sur l'intervention de la Russie dans l'élection américaine. D'autres livres vont être écrits, et ils seront très justes sans doute, sur la puissance de l'opinion. Justement, tu parlais de la différence entre opinion et information. La puissance de l'opinion et la puissance des réseaux sociaux dans l'élection de Donald Trump. Ajoutez-y les vicissitudes de la vie politique américaine et le système hyper vicié du financement de la vie politique américaine, et vous comprendrez que nous ne sommes absolument pas à l'abri d'une réélection de Donald Trump. Mais pour ce qui est, j'en termine, pour ce qui est des fake news, là, comme disait Eric, il faut être deux pour danser le tango. Et il y a une réelle responsabilité. Alors, les journalistes ont une responsabilité très forte, évidemment. Plus il y a de l'information, plus il y a de la désinformation, plus nous avons accès, nous sommes baignés en permanence dans une information mondialisée, plus le rôle des journalistes se justifie, parce qu'ils sont justement là pour mettre de la perspective, pour recontextualiser, pour nous expliquer pas seulement ce qu'il y a dans la photo, mais le contexte dans lequel elle a été prise et ce qu'il y a hors du cadre. Mais en même temps, il y a une responsabilité d'autant plus grande du citoyen ou de la citoyenne de recouper ses sources d'information, de s'interroger par rapport à ce qui lui est transmis ou présenté comme une information. Et moi, je suis assez irritée par l'idée selon laquelle la presse n'aurait pas fait son travail pour contrer l'élection de Donald Trump aux États-Unis, ou que la campagne électorale en France, la campagne présidentielle, se serait réduite à des affaires de costumes. Parce que c'est un peu facile, aux États-Unis comme en France, et là parlons du cas de la France, il n'y a pas un seul journal de presse écrite sérieux, il n'y a pas un seul quotidien qui soit national ou de PQR, il n'y a pas un seul site d'information, il n'y a pas une seule émission politique, il n'y a pas un seul journal télévisé qui n'ait fait plusieurs fois par semaine pendant la campagne la description des programmes des principaux candidats. Il n'y en a pas un qui n'ait pas passé au crible le programme des candidats sur la santé, sur l'économie, sur la sécurité, sur l'immigration, etc. Donc ce travail, il a été fait. Mais effectivement, ça réclame un effort supplémentaire de votre part d'aller le chercher et non pas de le recevoir directement par des alertes sur vos téléphones. Ce travail-là, il était fait, mais il a probablement été noyé par un bruit considérable, effectivement, sur des questions peut-être plus annexes, même si, pour ce qui concerne le candidat des Républicains, c'était évidemment pas seulement une affaire annexe que la question des costumes ou du financement de sa vie politique. Mais je crois vraiment que, moi je l'ai dit des dizaines de fois dans des réunions comme celle-là, au cours des années pendant lesquelles j'ai travaillé, j'ai dit des tas de fois à des jeunes journalistes qui venaient, qui concouraient pour des bourses, pour entrer dans des rédactions dans lesquelles je travaillais. Diversifiez-vous en tant que citoyen, ne serait-ce qu'en tant que citoyen, diversifiez vos sources d'information, recoupez, n'ayez pas un seul journal de presse écrite référente, une seule radio, n'écoutez pas une seule radio, ne consultez pas un seul site internet, et faites-le avec d'autant plus de célérité et d'application que, effectivement, nous sommes dans un monde où les fake news envahissent notre quotidien. Je souhaiterais rebondir, Audrey Pulvar, sur le fait qu'on a tendance à lancer la pierre aux journalistes, à leur donner une responsabilité, par exemple, dans l'élection de Donald Trump. Et ma question rejoint justement la question du micro-trottoir qui était adressé à Eric Fotorino sur la prise de position du journal Le Monde. Est-ce que vous ne pensez pas, par exemple, qu'une prise de position de la part d'un grand organe de presse favorise d'une certaine manière la montée des partis d'extrême parce qu'ils valident leur discours, dans le cas de Donald Trump, lorsque le New York Times avait fait une une en soutenant publiquement Hillary Clinton, Donald Trump l'avait utilisé ensuite dans les meetings pour dire c'est la preuve qu'il y a une élite journalistique, politique, économique. Il n'y a pas des journaux qui ont soutenu Donald Trump. Il y en a, non mais bien sûr, mais je veux dire, ce fait-là, ce discours qui soit très particulier
populistes notamment, de dire cette idée qu'il y a une élite qui fonctionne ensemble, et que ce genre de une vient confirmer finalement l'idée. Attention, qui est des réalités oligarchiques, qui est ce que vous avez appelé un entre-soi, un huis clos des élites, qui s'appelle une forme d'oligarchie. Non mais ça c'est un fait. Mais les journaux ont le droit d'avoir des convictions. Vous parlez de la presse américaine. Je vous invite à voir un film de Samuel Fuller qui s'appelle « Violence à Park Row », qui est un film qui est en fait un hommage à Pulitzer, à Joseph Pulitzer, qui est un film extraordinaire. D'ailleurs, dans le début du film, il y a écrit « Ce film est dédicacé au journalisme américain ». Aux États-Unis, l'idée du journalisme est indissociable de la démocratie. Ça va ensemble. Pas tout à fait le cas de la France. L'histoire et la genèse du journalisme français, et c'est très intéressant ce que ça dit culturellement du monde anglo-saxon, que je n'idéalise pas, et de la culture française que je ne rabaisse pas par principe. Hein, c'est pas mon propos. Mais enfin, moi, je ne vois pas où est le problème à ce qu'un journal ait des positions au moment d'une élection. Alors, on peut estimer que c'est pas bien et tout ça, et ceux qui estiment qu'il ne faut pas avoir de position, très bien, il faut le pluralisme, y compris de ceux qui ne doivent pas s'engager. Mais attention, si on commence à interdire ou se dire qu'il ne faut pas que des journaux aient des positions au moment d'une élection parce que ce serait susceptible de faire monter les extrêmes, moi c'est un discours sur le domaine des affaires, j'entends tous les jours. Oui, mais alors avec vos affaires que vous sortez, vous faites monter le sentiment du tous pourri et les extrêmes. Non. C'est pas le messager qui fait monter les extrêmes. C'est l'incapacité collective, et notamment de la République et des institutions, à régler ces problèmes-là, qui donne le sentiment qu'il y a une impunité, qu'il y a un tous pourri. Il n'y a pas de tous pourri, c'est pas vrai, c'est faux. Mais quand on est à ce point sous-armé, y compris culturellement, juridiquement, institutionnellement, politiquement, économiquement, pour lutter contre les ravages, moi c'est mon petit dada, de la corruption et de toutes les formes de prévarication. Bon, il ne faut pas s'étonner que les extrêmes, quels qu'ils soient, montent. La corruption, on en paye la facture. Quand je dis vous en payez la facture. Vous en payez la facture symbolique, je viens d'en parler, la facture démocratique, le sentiment que, il y a une atrophie des contre-pouvoirs, que la justice n'est pas diligente de la même manière avec tout le monde, qu'il y en a qui ont toujours les moyens de s'en sortir. Bon. Et puis on en paye la facture financière. La corruption, la fraude fiscale, tous ces corollaires, c'est de l'argent qu'on prend dans votre poche. Ça nous coûte. Alors c'est compliqué, parce que contrairement à la violence physique, il n'y a pas une victime identifiée, identifiable. La victime, elle est anonyme, c'est nous tous. Je vous donne juste, de toutes les affaires que j'ai eu à traiter, toutes, il y a un invariant, toutes, c'est le paradis fiscal. L'autre invariant, c'est le sentiment d'impunité. Bon, c'est plus dur à trouver ça. Mais il y a le paradis fiscal. Paradis fiscal, c'est pas simplement le lieu pour échapper à l'impôt, de l'évitement de l'impôt. Ça, c'est très marginal. Le paradis fiscal, c'est la boîte noire dans l'économie mondiale qui permet de dissimuler l'origine et la destination de l'argent sale, de l'argent occulte, de l'argent qui échappe à la richesse des nations. Je vais donner un chiffre. Le montant des sommes qu'il y a dans les paradis fiscaux, l'étude la plus précise qu'il y a, nous dit que c'est, écoutez bien, 28 000 milliards de dollars. 28 000 milliards de dollars, c'est beaucoup plus que le PIB cumulé des États-Unis ou du Japon. Cet argent, il échappe à la richesse des nations, il vous échappe. Alors quand on entend parler toute la journée des déficits, de la dette, et c'est normal, c'est une question éminemment importante et politique, la dette. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas un argent qui nous échappait à tous, à ce qu'on a dit tout à l'heure, au service public, au bien commun. Et ça, ce n'est pas un propos de droite ou de gauche. Les crèches, les hôpitaux, les policiers et les gendarmes qui nous protègent, les militaires, l'argent qu'il y a dans les crèches, les bébés, ils ne sont pas de droite ou de gauche. Quand vous vous pétez un bras, que vous êtes de droite ou de gauche, on vous soigne. Ça, c'est payé avec quoi ? C'est payé par l'argent des honnêtes gens qui contribuent à la solidarité nationale. Mais c'est ceux qui payent, qui financent
ce qui manque à cause de ceux qui ne payent pas. C'est pour ça que, pour moi, les affaires, ça a été dit tout à l'heure, et les affaires, on a l'impression qu'elles elles cristallisent trop le débat politique, ce qu'on peut considérer, je n'ai pas de problème avec ça. Mais c'est éminemment politique, une affaire. J'ai toujours considéré que les affaires, c'était, vous savez, quand on va mettre une voiture sur le marché, avant de la vendre, on fait des crash tests. Vous avez vu les vidéos, vous savez, on envoie la bagnole contre un mur avec un mannequin dedans pour voir la solidité de la carrosserie, etc. Bon. Ben, les affaires, pour moi, c'est un grand crash test démocratique. Ça permet de vérifier la solidité de notre carrosserie démocratique, républicaine, institutionnelle, juridique, législative. Et le mannequin, ben, en fait, c'est nous qui est dedans. Et quand on veut penser infantiliser ces questions-là, dire mais tout ça, c'est des petites histoires qui n'appartiennent qu'au monde politique ou que ça fait monter les extrêmes, je pense qu'on passe à côté de l'un des grands enjeux du monde. Moi, je vois 4 facteurs majeurs aujourd'hui, 4 enjeux majeurs mondiaux. Le réchauffement climatique, le terrorisme, la crise migratoire et la corruption. Et la corruption. Vous vous rendez compte, quand on fait le bilan à l'échelle des nations, toutes les affaires de corruption dans lesquelles sont pris des hommes politiques et des femmes politiques, en Corée du Sud, au Brésil, de droite ou de gauche. En France, c'est honteux notre situation. C'est honteux. On n'a pas à rougir de certains potentats de ce point de vue-là. Mais ce ne sont pas des épiphénomènes de la démocratie. Et voilà, ce que je veux dire par là, donc là je ne parle que de ce petit domaine-là de la corruption sur lequel j'espère avoir un avis qualifié. Mais encore une fois, tout ça, pour moi, je le mets dans le même sac, la liberté d'informer, la lutte contre la corruption et tout le reste, ça nous parle de la même chose, ça nous parle de nous-mêmes. Et Eric disait que pour un tango, il faut être 2. Je pense que pour ces questions-là, la liberté d'informer, il devrait y avoir 3 millions de personnes dans la rue pour manifester. Dire c'est à nous, là. Là, vous nous volez quelque chose, les amis. Vous nous volez un bien commun. On est de droite, on est de gauche, peu importe, on est d'ailleurs, c'est pas la question. On veut savoir ce qui nous appartient. Voilà. C'est pour ça que c'est un enjeu majeur. Et donc pour vous, s'il y a une certaine crise de confiance entre la presse et les citoyens aujourd'hui, c'est en partie parce que les lecteurs ne vont pas faire l'effort de s'informer. Non, je ne dis pas que ça. Bien sûr qu'il y a un problème d'éducation populaire au bon sens du terme des médias, mais je ne dis pas que ça. Je dis qu'il y a un problème systémique, il y a un problème général. On l'a décrit tout à l'heure. Nous ne sommes pas dans un écosystème favorable à la production naturelle d'informations libres et indépendantes. Mais pourquoi justement ? Pourquoi on n'est pas dans un écosystème favorable ? Par exemple, en France, on a une démocratie, une liberté de la presse. Ça a été expliqué tout à l'heure sur un phénomène d'emprise du monde de l'argent sur celui de l'information. Ça a été ce qu'on a essayé de décrire tout à l'heure, qui est un appauvrissement de la vitalité de l'information. Et quand vous perdez ça, je suis sûr que ce n'est pas un problème de journalisme, vous perdez beaucoup. Pardon. Bonsoir et merci beaucoup pour cette conférence. Ma question fait suite à une interview et une citation que j'avais vue de Alain Duhamel qui disait qu'il avait l'habitude de recevoir de manière mensuelle, voire hebdomadaire, des politiques chez lui à manger pour un dîner avec sa femme. Est-ce que ça pose problème que d'avoir un lien fort entre le monde politique et le monde économique ? On parlait tout à l'heure d'un complexe politico-médiatique. Ma question peut s'adresser à vous, Audrey Pulvar. Comment on gère aujourd'hui d'être à la fois journaliste et marié avec un politique ? Est-ce qu'on peut critiquer le Parti socialiste ? Je suis ni l'un ni l'autre. Donc... non, mais... Oui, non, je comprends votre question. Je veux dire. Elle est... Bon, j'ai jamais été mariée, mais je comprends votre question. Alors, je ne sais pas si Alain Duhamel a dit cela. Je n'ai absolument, évidemment, aucune prétention à corriger Alain Duhamel. Mais bon, cette phrase, évidemment, si elle a été dite comme cela,
surprend, pour le moins, négativement. Bon, moi, ma situation est un peu particulière quand même. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais c'est quand même assez... Enfin, après, c'est les vicissitudes de la vie font le reste. Mais moi, j'avais une relation extrêmement saine, justement, avec les femmes et les hommes politiques. Jamais... je les ai jamais tutoyés, je n'avais pas de moments privatifs avec eux, et évidemment, je n'allais pas chez eux, ils ne venaient pas chez moi non plus. Bon, après, la vie a fait que, effectivement, des sentiments se sont mêlés de tout cela en ce qui concerne l'ancien ministre du redressement productif, mais pendant toute la durée enfin, pendant tout le temps que nous avons passé ensemble, je n'ai jamais eu à me retrouver dans des moments privés avec des responsables politiques. Alors, j'étais journaliste, je partageais la vie d'un politique, mais dans notre vie quotidienne à tous les deux, moi, je ne voyais pas les responsables socialistes, je n'allais pas dans des dîners avec des socialistes, etc. Ça m'est arrivé quand même à 2 reprises. Une fois parce que j'ai dîné en Saône-et-Loire chez Arnaud Montebourg, qui à l'époque était président du Conseil général de Saône-et-Loire, qui n'était même pas encore candidat à la primaire socialiste. On a dîné avec son directeur de cabinet de l'époque, Boris Vallaud, qui aujourd'hui, dont vous entendez aujourd'hui parler au PS, et la femme de Boris Vallaud, Najat Vallaud-Belkacem, qui était à l'époque élue de Lyon, qui n'était pas du tout celle que vous connaissez aujourd'hui. Et puis il m'est arrivé un soir de dîner avec mon compagnon chez des amis, et là il y avait des élus locaux, ça se passait dans le sud, il y avait des élus socialistes locaux, mais vraiment des chefs de section, etc. Mais pas des responsables. Mais ce sont les 2 fois où je me suis retrouvée dans un contexte à la fois sur un plan personnel et politique. Mais sinon, j'ai bien veillé, justement parce que je continuais à l'époque mon métier de journaliste, j'ai bien veillé à ne jamais me retrouver dans des situations comme celle-là. Et je ne fais pas partie, encore aujourd'hui, bien que n'étant plus journaliste. Alors, il y a certains responsables politiques qui, depuis, considèrent que, puisque je ne suis plus journaliste, on peut peut-être se tutoyer, mais enfin, ça n'arrive pas. Et encore aujourd'hui, très sincèrement, c'est pas un milieu, le milieu politique, avec lequel je passe du temps. Et mes amis sont ailleurs, mais j'avais été surprise aussi de lire, alors là pour le coup je sais qu'il l'a écrit parce que ça a été publié, sous la plume d'Yvan Levaille. Il racontait comment, à l'époque avec Anne Sinclair, il allait à Latché, dans la résidence de François Mitterrand, qui était président de la République, comment il passait des week-ends sur place, etc. Bon, c'était peut-être un autre temps, je ne sais pas, mais j'imagine que mes 2 ex-confrères qui sont là ne se retrouveraient pas dans cette vision de la relation avec les responsables politiques. Pour compléter, effectivement, en plus, c'est très compliqué parce que quand on commence pour travailler, donc on rencontre des politiques, on va aux 4 colonnes à l'Assemblée, on fait des interviews, on leur parle. Pour travailler, il faut parler avec les politiques, il faut les rencontrer, que ce soit dans des rendez-vous en tête-à-tête. Certains font des déjeuners à plusieurs journalistes avec un politique, parce qu'il faut travailler sa matière, donc il faut leur parler, il faut leur poser des questions, etc. Donc il y a un rapport humain qui s'établit. Et en fait, on peut très vite être en empathie, c'est aussi le propre de notre métier, on l'est, c'est des êtres humains, bon c'est très bien, c'est normal, mais si vous commencez à les voir en dehors d'un cadre professionnel, si vous commencez à dîner, à tutoyer, c'est intenable en fait. Rien qu'en ayant des rapports purement professionnels dans l'enceinte des 4 colonnes, à discuter avec eux de travail, on peut les trouver sympathiques. Alors j'imagine même pas si on commence à dîner ou à déjeuner, en fait c'est juste impossible. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, le cordon sanitaire, pour moi, il doit vraiment être inviolable, quoi, pour le coup. Et donc non, pas de relation particulière privilégiée. Et là, je me rends compte que c'est encore plus difficile de tenir ce cordon, parce que avec notamment le renouvellement de l'Assemblée, là, on se retrouve avec des députés qui ont, pour le coup, à peu près mon âge, la trentaine, la quarantaine, qui sont assez jeunes.
jusqu'à il n'y a pas longtemps, ils étaient quand même tous croulants, donc c'était facile de garder un peu de distance, il faut être honnête. Là, ils ont à peu près votre âge, donc en fait, le tutoiement pourrait aller super vite, puis on se dit, tiens, le tutoiement... Alors pour moi, le tutoiement, moi je le pratique pas, mais certains peuvent le pratiquer pour autant être très indépendants, ça dépend. Mais bon, le tutoiement peut aller super vite, et on se dit, bah tiens, si je tutoie, si tac, ça va être plus simple, je vais avoir une info, mais en fait, c'est vraiment mettre le doigt dans l'engrenage, je pense. Et après, on a beau avoir envie d'être tenace, pugnace, de poser la question qui fâche, ben on trouve le gars ou la nana sympa, et on est en fait un peu anesthésié, quoi, malgré nous. Et en fait, c'est ça, moi, que je redoute, c'est d'être anesthésié par un homme ou une femme politique sympa, qui vous aura séduit, je veux dire, intellectuellement ou politiquement, et de plus être capable d'avoir le recul nécessaire, en fait, tout simplement. J'avais une... Oui, ça marche. Bonsoir. J'ai une petite question qui touche un peu à l'indépendance des médias et à la partialité des médias. C'est-à-dire qu'on n'a pas parlé ce soir du fait que la France Insoumise ait créé son média, là, et que finalement En Marche va faire plus ou moins la même chose, ou en tout cas a l'idée de faire la même chose. Et je constate cette évolution avec pas mal d'inquiétude, parce que je trouve que c'est un peu l'appropriation de la presse par le pouvoir. C'est une sorte d'institutionnalisation de la bulle médiatique, et que ça crée, on va observer une sorte d'érosion du débat démocratique. Donc moi ça m'inquiète énormément, donc j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Et dans un second temps, c'est peut-être un peu loin, on pourra peut-être en discuter après, c'est si ce genre de choses pose problème, comment réguler le monde médiatique sans enfreindre finalement la liberté de la presse. Mais bon, la première question, c'est surtout sur le fait que les partis politiques créent leurs médias. Qu'il y ait des médias, qu'il y ait des convictions politiques, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le propre du pluralisme démocratique. Personne ne s'attend à ce que Le Figaro devienne bolchevique demain, que Valeurs Actuelles soit insoumis, que Libération devienne sarkozyste, ou Mediapart devienne sarkozyste. Ça, il faut préserver la couleur des médias. Encore une fois, la conviction, je vais répondre à votre question, je vais répondre. La conviction n'empêche pas l'indépendance. En rien. En revanche, quand des médias, entre guillemets médias, sont structurellement liés à des partis politiques, on n'est pas dans le domaine du journalisme. Que ce soit la France Insoumise, la République En Marche. Alors, moi, je parle en mon nom, mais la tribune qui a été faite pour le lancement de Le Média, la France Insoumise dans le monde, moi, la tribune, je la signe. Ce qui est dit dans la tribune, je la signe, sans problème. Sauf que quand je commence à voir ce qu'est le média, pardon, et c'est la France Insoumise. Il faut quand même se rendre compte que la directrice de la publication est une personne qui n'est pas journaliste, qui est une directrice de la communication. Elle a une société, Mediascope, dont l'alinéa 1 de l'objet social, c'est publicité et communication. Et qui est par ailleurs la directrice de la communication d'un leader politique. Je veux dire, mais on est où là? Mais on est où là avec Le Figaro? On est où là? Il est quoi, Serge Dassault? Il est sénateur. Et il est vendeur d'armes. Chez M. Dassault, on sait ce que c'est une dictature. C'est un client potentiel. Non, mais besoin de vendre des armes au Qatar, à l'Arabie Saoudite, à l'Égypte. Maréchal Sissi, il n'a pas à rougir de Moubarak. Comment on fait là? On est où là? Aussi. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, évidemment, j'ai un problème philosophique avec le média de la France Insoumise, surtout quand on nous fait croire que. C'est insupportable. Bon. Après, que des gens fassent de la propagande, les partis ils font de la propagande, et c'est normal, ça s'appelle comme ça en campagne électorale. Ça s'appelle le matériel de propagande. Bon.
Voilà, mais enfin, voilà, c'est un média lié structurellement, organiquement avec un parti politique. Bon, de mon point de vue, on est dans autre chose. On est dans autre chose. Mais, bon, vive le débat politique, mais on est dans autre chose. Mais ce que je veux dire, et mettre un tout petit peu de complexité par rapport à ça, c'est que cette question, elle se pose ailleurs. Elle se pose ailleurs. Vincent Bolloré, qui prête son yacht à Nicolas Sarkozy pour fêter comme un gagnant du loto son élection à la présidentielle, et qui personnellement censure des enquêtes qui gênent ses intérêts ou les intérêts de ses amis politiques, on est où là? Qu'on soit de droite, on est de droite, on peut être indépendant et de droite. Moi j'ai des amis de droite, de la famille à droite, on peut être indépendant et de droite. Il devrait, je le répète, il devrait y avoir des millions de personnes dans la rue pour dire on ne veut pas ça. Il faut une presse libérale, il faut une presse conservatrice, il faut une presse progressiste, humaniste, une presse, j'en sais rien moi, il faut de tout. Il faut de tout. Mais là, Éric parlait du règne de l'insignifiance, et Valentine parlait de l'anesthésie. Attention, on est concerné directement par tout ça. Vous êtes concerné. Et l'apathie, sans mauvais jeu de mots par rapport à un confrère avec qui j'ai eu parfois maille à partir, l'apathie, c'est bien pire que la conviction. Vous savez, souvent quand on est à l'orée d'une guerre, on parle du bruit des bottes. Il y a parfois plus dangereux que le bruit des bottes, c'est le silence des pantoufles. Bon. Ben là, il faut faire gaffe. Je pense qu'il faut faire gaffe. Et il faut que chacun, d'où qu'il soit, je crois, parce que ça nous appartient, défende ça. Alors pour répondre à votre question, évidemment, ce n'est pas un bon signe. Moi, je préfère le 1, je préfère toutes les hebdos. Hein, vous avez vu, la revue 21 va lancer un hebdomadaire qui s'appelle Hebdo en janvier, au même moment que le média. Bon, pour moi, il y a une révolution en marche. Bon, c'est chiant avec Macron, parce que croquignolex, tu ne peux plus le dire, pensée complexe, tu ne peux plus le dire. Bon, voilà. Mais elle est là, elle se joue là. Elle se joue là. Peut-être juste un mot aussi pour dire, parce que la question a été posée tout à l'heure sur la une du New York Times soutenant Hillary Clinton. Alors bon, de tout le temps, hein, la presse américaine a choisi ses candidats aux élections présidentielles. Dans la presse française, c'est plus rare, mais c'est pas la première fois que le Monde... alors je ne sais même pas d'ailleurs s'ils ont officiellement pris position pour Emmanuel Macron dans cette campagne, mais en tout cas il y avait eu une prise de position officielle par exemple pour François Hollande, il y avait eu une prise de position officielle pour Ségolène Royal. Je veux dire, c'est pas nouveau. Ce qui me fait un petit peu sourire, c'est que quand c'est à gauche, c'est toujours suspect en fait, mais vous savez, je ne pense pas qu'on ait reproché à Valeurs Actuelles d'avoir fait un choix. Je ne pense pas qu'on reproche au Figaro de faire un choix. Je ne pense pas qu'on reproche à Fox News d'avoir fait un choix aux États-Unis. Bon, alors ne reprochons peut-être pas à Libé de faire son choix aussi. Encore une fois, c'est de la responsabilité du citoyen de s'informer à plusieurs sources et de se forger son propre jugement. Et puis aussi, la question à poser, c'est celle du traitement de cette information par le média que vous utilisez. Est-ce que c'est un traitement équilibré ou pas, ou est-ce que c'est un traitement partisan? Est-ce que vous vous y retrouvez ou pas? C'est aussi à vous de vous interroger par rapport à ce média-là. Sur la question du média, ils m'ont approché pour me demander de signer la tribune. Effectivement, pareil, hein, le texte, je l'ai trouvé super. J'ai dit ouais, je m'y retrouve. J'ai dit mais alors, il y a juste un petit truc qui gêne aux entournures, c'est est-ce qu'il y a une réelle étanchéité entre la France Insoumise et le média? Et là, on m'a dit oui, mais bien sûr, ce sera un média indépendant. Bon, et pareil, j'ai gratté un peu et je ne fais pas de procès d'intention à tous ceux qui vont travailler pour le média, mais il me semblait qu'il y avait quand même une petite contradiction à la base. Et par ailleurs, moi, je fais partie de ceux qui ont
râlé en conférence de rédaction à de nombreuses reprises, mais on n'était pas très nombreux, hein, on était assez peu nombreux dans ce cas-là, contre l'habitude prise par les médias de reprendre des images de campagne fournies par les candidats. Moi, en tant que journaliste et maintenant en tant que citoyenne, j'étais toujours choquée de voir, alors bon, certes, on le signalait, mais de voir images fournies par le candidat, images fournies par la... Alors quand ça a été la campagne du Front National et que j'ai vu images fournies par la candidate, j'ai trouvé ça encore plus gênant. Et à l'époque où j'ai commencé ce métier, il y avait des poules. Les médias s'organisaient en poules pour suivre les gros événements comme ceux-là. Ils mutualisaient leurs moyens pour faire face aux coûts. Mais c'était des journalistes, c'était des réalisateurs, des journalistes, c'était des rédactions qui faisaient le choix des images, qui faisaient le choix de la retransmission. C'était pas des partis politiques qui décidaient quelles images ils montraient et sous quel jour ils montraient leur candidat ou leur candidate. Et donc là, je pense qu'avec ça, la presse, mais c'est pas qu'en France, hein, a mis le doigt dans un engrenage extrêmement dangereux. Ma question s'adresse à Madame Auberti. Vous avez dit que travailler pour un milliardaire n'affectait pas votre travail, mais dans quelle mesure l'obligation que vous avez de faire rire pour maintenir l'attention des téléspectateurs dans le quotidien pèse sur la manière dont vous exercez votre métier dans cette émission? Alors, là c'est la question de l'infotainment que vous me posez, en fait. Alors, en fait, comment dire, Quotidien est une émission qui est une émission notamment d'information, un talk d'actualité, qui utilise le rire, l'humour, le sarcasme, l'ironie pour faire passer des informations, pour faire des démonstrations. Je vais faire une comparaison qui a l'air immodeste, même si en fait c'est simplement pour que vous voyez ce que je veux dire, mais on n'a jamais reproché au Canard enchaîné ces jeux de mots, ces calembours. On n'a jamais reproché aux caricaturistes de presse de faire des caricatures qui font sourire et qui font rire, dans lesquelles il y a un message. En fait, Quotidien, c'est la même chose. C'est la même chose qu'une caricature de presse, c'est la même chose que le Canard enchaîné. Évidemment, toute proportion gardée, bien sûr. Hein. Mais pour moi, le débat de l'infotainment, oui, mais c'est du divertissement, on ne sait pas si on regarde de l'information ou du divertissement. Pour moi, ce débat, il est obsolète, il est ringard même, en fait. Je pense qu'on apprend plus de choses dans Quotidien, et parfois on peut rire, voilà, que dans des JT classiques avec des tons monocordes, usés jusqu'à la corde, sonore, plan d'illustration, voilà. Moi, ce qui m'intéresse et ce qui me plaît à Quotidien, c'est qu'en fait, on peut parler de tout, ou presque, hein, probablement, et là, vous faites référence à Bouygues, effectivement, je ne pense pas que je vais lancer une enquête sur les activités de Bouygues à l'étranger, etc. Okay. Et c'est une question, et d'ailleurs, est-ce que c'est normal ? Peut-être pas, mais en tout cas, le système, la façon dont sont structurés les médias aujourd'hui fait que, à Quotidien, je ne vais pas lancer une enquête sur Bouygues. Bon. Mais j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, du coup. Mais si vous voulez, enfin, je pense que ce débat, il est un peu d'un autre temps, quoi. Voilà. Enfin, c'est mon sentiment sur l'infotainment. J'ai répondu à la question. Bonsoir. Je vais commencer par une citation bien connue d'Umberto Eco, que vous connaissez probablement. Les réseaux sociaux ont donné le droit de parole à des légions d'imbéciles qui avant ne parlaient qu'au bar, après un verre de vin et ne causaient aucun tort à la collectivité. C'est fini, on les laissait taire tout de suite, alors qu'aujourd'hui ils ont le même droit de parole qu'un prix Nobel. C'est l'invasion des imbéciles. Et donc je commence par cette citation, et je prends ensuite un exemple qui est celui de ma grand-mère qui n'avait pas le baccalauréat, qui était vendeuse dans Blabla, on s'en fout, et qui lisait La Croix, et qui lit encore La Croix. Et je regarde aujourd'hui ma sœur, je regarde mes cousines qui aujourd'hui ont assez peu d'éducation aussi et qui, elles, lisent les commentaires Facebook, au mieux regardent Combini, au mieux regardent des choses comme ça, mais qui en fait ne lisent plus le journal et sont paralysées par le fait que tout le monde est journaliste sur Twitter parce que tout le monde tweet et tout le monde est retweeté et tout le monde peut parler. Twitter, c'est un média social. Et justement, le problème du journalisme aujourd'hui,
Alors, certes, il y a le problème de la qualité de l'information, on en a parlé ce soir, mais est-ce que le vrai problème, c'est pas la disparition du journaliste, et je vais utiliser un terme HEC, l'ubérisation du journalisme, par justement le fait que tout le monde est capable de donner son avis sur les réseaux sociaux, comme le disait Umberto Eco. Merci. Pardon, mais enfin, moi je trouve la citation d'Umberto Eco absurde. Je trouve ça... Et alors, les gens qui boivent des coups au bar, ils ne peuvent pas avoir une opinion valable? Il y a des gens qui ont des opinions plus valables que d'autres? Non. La démocratie, c'est le règne du n'importe qui. L'opinion, elle appartient à tout le monde. Il n'y a pas les sachants sur leur chair qui déclament au bon peuple ce qu'il doit penser. Les réseaux sociaux, c'est aussi une horizontalité de la parole et du discours. Les réseaux sociaux, ça permet des révolutions dans les pays où il y a des dictatures. Attention, hein, les réseaux sociaux, bien sûr que ce sont des accélérateurs de fake news, bien sûr que c'est le royaume du tout et du n'importe quoi, bien sûr, comme le disait très justement Eric, avec la dictature des algorithmes, on est dans des phénomènes de réassurance, dans des bulles imaginaires où on ne lit que ce qui nous intéresse. Hein, il y a un livre qui a été fait aux États-Unis qui n'a toujours pas été traité sur cette question, traduit sur la question de la dictature des algorithmes, qui était parti d'une expérience scientifique où deux personnes qui avaient un parcours différent, un chef d'entreprise, l'autre plutôt militant, progressiste à gauche, qui tapent le même mot sur Google. Mais ce n'est pas les mêmes occurrences qui arrivent en premier. Pour le premier, c'est comment investir. C'était BP, British Petroleum, qui avait tapé dans le moteur de recherche. Bah, pour le premier, les réponses, c'était comment investir sur les actions British Petroleum, les papiers du Financial Times là-dessus, etc. Et puis bah, l'autre, ce qui arrivait plus haut, c'était la dernière marée noire. Voilà. Bon. Pourquoi bah, parce que les phénomènes de calcul, de fréquentation, de consultation des sites font tout ça. Bon. Moi, j'ai vraiment très très à cœur de considérer que le journaliste, c'est pas celui qui a un avis. Vraiment. Et que mon avis, il n'est pas plus important que celui du soulard dans un bar. D'abord, pour une raison très simple, c'est que parfois il y a des hommes politiques et des femmes politiques, surtout des hommes qui sont des soulards dans les bars. Et que, précisément, notre métier, ça n'est pas de commenter ce qui se passe. Je crois, vraiment. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des analyses, qu'il ne peut pas y avoir... Mais la fonction première, je l'ai dit tout à l'heure, de notre métier, c'est de produire de l'information. Ce n'est pas parce que vous vous exprimez sur les réseaux sociaux que vous devenez un journaliste. C'est pas... Mais à contrario, grâce à cela, on peut avoir des documents que nous n'avions pas avant. Quand il y a des révolutions dans les pays arabes, ce que filment les gens avec leur téléphone, c'est des documents, ça. Le lynchage de Mouammar Kadhafi en octobre 2011, c'est pas la presse qui filme, ce sont des citoyens, c'est un document ça. Donc ce que je veux dire par là, c'est que moi je ne suis pas pour dire c'est blanc, c'est noir, dire les réseaux sociaux c'est la fin du monde. Il y a un énorme problème. Et il y a un problème de monétisation, il y a un problème des grands propriétaires de ces réseaux sociaux. Il y a, évidemment que tout ça, les algorithmes est une tragédie démocratique, les algorithmes, vraiment. Mais il y a quand même une fonction extraordinaire d'horizontalité du discours, d'arrêter de penser qu'on est dans une verticalité avec une espèce de vision élitaire du monde. Il y a ceux qui savent, et puis il y a ceux qui doivent apprendre. Bon, ben moi, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Voilà. Donc, pour ça que Umberto Eco, avec son histoire de pilier de comptoir et de prix Nobel, sincèrement, je ne suis pas d'accord. Bien sûr qu'il est de notre responsabilité de ne pas tout mettre au même niveau, qui n'est pas d'être dans le nivellement par le bas. Mais encore une fois, ce qui compte, ce n'est pas le réseau social, c'est qu'est-ce qu'on met dedans. Pas parce que vous avez un compte Twitter que vous faites partie de la grande masse des fabricants de fake news ou de ceux qui commentent n'importe quoi. Je veux dire, la culture du lien hypertexte, c'est extraordinaire. Extraordinaire. D'avoir l'archive permanente, connectée à tout le monde. Voilà. Évidemment, moi je préférerais qu'on développe une culture commune où on emmène le lecteur vers moins de fake, moins de blabla et plus d'informations. Bon, voilà. Mais ça vous appartient, encore une fois, je suis désolé de un peu mon fil rouge de cette soirée, mais ça vous appartient. Vous n'êtes pas passif face à tout ça. Vous n'êtes pas spectateur. Hein. C'est vous autant que les journalistes. Autant.
Je suis d'accord, mais il y a quand même un souci quand effectivement la parole de Monsieur Tout le Monde ou Madame Tout le Monde peut être mise en exergue et utilisée comme une information de première importance, c'est quand tout devient relatif. Et là, pour le coup, il y a une responsabilité de certains médias à tout relativiser. Mais c'est le propre des sondages, par exemple. Oui. Pardon, Oui. mais on n'a pas attendu les réseaux sociaux pour ça. Ah non, mais je ne dis pas ça. Mais disons que le phénomène s'est accéléré. Ou le micro-trottoir. Dans le Parisien, il y a un micro-trottoir tous les jours, qui est censé être le reflet de l'opinion nationale. La démocratie d'opinion, qui est la démocratie du sondage, pardon, mais moi je ne connais pas de plus grand bullshit que ça. Je veux dire, il n'y a pas besoin de... Les biais du questionnement d'un sondage, bon, et le sondage est censé représenter la vie de monsieur et madame tout le monde. Pour moi, c'est la démission de notre métier, quoi. Totalement, quoi. D'ailleurs, Mediapart ne commande pas, bon, je ne suis pas là pour faire la promo de Mediapart, hein, mais pour vous montrer d'où on parle, ne commande pas et ne commente pas de sondage. Vous ne verrez jamais un papier politique qui dit... bidule, qui remonte dans les sondages, machin, sur le Cali qui a été fait par Odoxa. Après, il y a plein de noms de cuisine, ou le sondage Odoxa, Mobalpa, je sais pas quoi. Franchement, voilà. Et il y a les politiques qui sont là, alors Mobalpa, le sondage machin, alors merde, je monte, alors je vais faire une guerre, ça va faire remonter dans les sondages. Enfin bon. C'est ça, on est en train de parler de ça, sérieusement, mais c'est comme ça que ça se passe. Oui, mais justement, l'un des problèmes, c'est tout le temps qui est consacré par des médias a priori sérieux à ce genre de questions. Bon, juste pour l'anecdote, sur sur les algorithmes, effectivement, deux personnes qui tapent le même mot dans un moteur de recherche n'ont pas les mêmes réponses. Et je veux dire, les deux, là... se seraient assis au même moment sur leurs deux ordis pour commander un billet d'avion sur le même avion pour la même destination le même jour à la même heure, ils n'auraient pas eu les mêmes réponses et les mêmes propositions de prix. Et puis peut-être pour terminer, parce que là je pense que la tension est en train de baisser, voilà. Un soir en débat télévisé justement sur la question de la campagne américaine et un comparatif avec la campagne française, c'était à la fin de la campagne présidentielle, j'avais sur mon plateau une constitutionnaliste et spécialiste de toutes ces questions-là qui nous avait alerté sur le fait qu'aux États-Unis, dans les 3-4 dernières semaines de la campagne, on s'était aperçu que les algorithmes systématiquement sur les moteurs de recherche et sur les chaînes YouTube ou l'équivalent de YouTube, Dailymotion, etc., proposaient comme contenu aux internautes, quels qu'ils soient pour le coup, essentiellement des contenus liés à la campagne de Donald Trump et des contenus évidemment les plus polémiques, les plus haineux, générant le plus de clics possible. Et elle nous faisait remarquer que dans la campagne française, il y avait 3 candidats dans le même cas, pas forcément d'ailleurs par la volonté de ces candidats, hein, mais il y avait 3 candidats dans le même cas et qu'on constatait 3, 4, 5 semaines avant le premier tour que systématiquement, les internautes allant soit sur des moteurs de recherche, soit sur des grands médias, de chaînes, etc., soit sur Facebook, recevaient comme sollicitation des contenus sur la campagne de François Asselineau, la campagne de Marine Le Pen et la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Et cela, tout simplement parce que c'était les 3 candidats qui généraient, par leurs déclarations, par leur programme, par la façon dont ils conduisaient leur campagne, le plus de contenu polémique, suscitant de la controverse et de la réaction. Alors, il ne s'agit pas évidemment de les accuser, ni les uns ni les autres, d'avoir voulu influer la campagne. Il ne s'agit pas non plus d'accuser YouTube, Dailymotion, Facebook, Google, etc., de vouloir influencer la campagne. Mais elle pointait la responsabilité des algorithmes. Et Le Monde, 2 jours après, avait fait un grand papier sur cette question-là. C'est pour ça que, encore une fois, ça, ajouté à l'utilisation des moyens numériques par un État comme la Russie dirigée par Vladimir Poutine, mais aussi par un Donald Trump qui aujourd'hui
à la possibilité d'utiliser les moyens de la NSA, entre autres agences, ça m'inquiète. Ça m'inquiète un peu pour l'avenir de nos démocraties. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et d'être soumis un peu à l'épreuve de l'interview. Je crois que ça va être un petit peu difficile parce que là encore, il y a des taxis qui sont arrivés. Donc merci beaucoup. Mais pour ceux qui, si vous avez le temps de rester, et pour ceux qui ont d'autres questions, on propose d'aller au cocktail qui est derrière dans la salle à droite, et ensuite vous tournez. Et donc, par exemple, exactement, il y aura des coupes de Bicard Salmon pour les premiers arrivés. Donc, bravo, merci à tous. Merci d'avoir accepté l'invitation d'HEC Débat. Et